Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Et si, au lieu de parler de grandes démissions, nous parlions de grandes déceptions ou peut-être aussi de grandes incompréhensions? 43% des salariés disent ressentir du mal-être au travail, 73% des salariés disent être stressés et 80% considèrent qu'ils sont plutôt satisfaits de leur travail. Donc oui, ce sont bien les mêmes. Et je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Villette qui va nous expliquer pourquoi ça n'est pas si contradictoire que ça et comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ce sujet qui devient un problème sociétal majeur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Magali. Jean-Christophe, est-ce que vous voulez bien déjà en quelques mots, dans vos mots, vous présenter et nous dire pourquoi aujourd'hui vous êtes là pour parler avec moi de capital humain et donc de capital humain dans l'entreprise? Je suis psychologue du travail et des organisations. Je suis aussi spécialiste de la maîtrise des risques professionnels et industriels. Je travaille depuis 25 ans sur ces sujets. Et pourquoi on est là ensemble pour parler de capital humain? Parce qu'il y a un alignement entre le titre de votre podcast et ce qui me fait me lever tous les matins, c'est-à-dire accompagner les organisations à mieux comprendre ce qui se joue dans la complexité du travail réel au bénéfice du mieux travailler. Et donc on se retrouve autour de cette thématique-là et j'ai le sentiment que depuis les dernières années, notamment depuis la crise sanitaire, eh bien on a besoin de se mobiliser encore plus sur ces thématiques-là et de réunir l'ensemble des acteurs qui ont des compétences complémentaires à apporter. Alors, oui, vous avez raison, on se rejoint sur ce sujet-là. Oui, on voit plus depuis la crise sanitaire. Moi, une des questions que je me pose, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est est-ce que ça a été un révélateur ou un déclencheur, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais avant justement d'arriver dans le cœur du sujet, j'aimerais bien, je crois que vous avez des chiffres tout frais, que vous nous disiez un petit peu ce que montrent les chiffres et la dernière étude que vous avez menée sur le sujet du bien-être ou du mal-être en entreprise. On en est où là ? Et on a des chiffres tout frais, Magali. Les chiffres, au niveau national, on a mis en place un baromètre avec notre partenaire Opinionway et confirme ce qu'on observe d'ailleurs dans l'ensemble des diagnostics que l'on peut être amené à mettre en œuvre pour nos clients. On travaille avec des clients de tout secteur d'activité et de toute taille d'entreprise et les chiffres confirment un niveau de mal-être jamais égalé. Sur les 6 premiers mois de l'année 2025, on a 43% des personnes qui ont répondu à notre baromètre qui ont exprimé ressentir un mal-être modéré à très élevé au quotidien. Au quotidien. C'est au quotidien, exactement au quotidien. Je pense que ces chiffres font froid dans le dos. On a 76% des personnes qui ont exprimé ressentir au quotidien une fatigue significative, élevé à très élevé pour 40% de ces personnes. On a 66% des personnes qui expriment ressentir du stress significatif. Et ces chiffres-là, on doit immédiatement les mettre en parallèle d'un autre chiffre qui va illustrer un paradoxe, et je pense que ça c'est très important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que à côté 80% des personnes sont en capacité d'exprimer globalement une certaine satisfaction de leur travail.
Donc, D'accord. je réponds à une question sur la satisfaction globale au travail. On va avoir 80% des personnes qui vont indiquer une note, si on a évalué entre 0 et 10, une note entre 6 et 10. La moyenne en France sur notre dernier baromètre, c'est proche de 7 sur 10 en termes de satisfaction globale. Oui. Mais à côté de cette satisfaction globale, il y a les chiffres que je vous ai précisés en introduction. Autrement dit, il y a des personnes qui affichent de l'insatisfaction et un sentiment de mal-être, mais vous avez aussi des personnes qui sont globalement moyennement satisfaites ou assez satisfaites de leur travail, qui pour autant en souffrent. Et ça, c'est un des résultats et un des enseignements du baromètre. On peut être globalement satisfait de son travail et en même temps ressentir de la fatigue, ressentir du mal-être. C'est la raison pour laquelle l'absentéisme, qui a d'ailleurs explosé dans la durée moyenne au cours des 10 dernières années, puisque vous le savez aussi bien que moi, Magali, voilà, toutes les études convergent pour montrer cette tendance d'évolution et de transformation des motifs d'absence. Et on a en moyenne plus de 10 jours d'augmentation de la durée moyenne des arrêts sur les 10 dernières années. Mais l'absentéisme, c'est une partie de l'expression de ce mal-être, et ces résultats du baromètre équilibre opinion disent vous n'êtes pas forcément absent de votre travail quand vous ressentez du mal-être ou de la fatigue. Donc on a à la fois le sujet de l'absentéisme que l'on doit prendre en compte, mais on a aussi le sujet du présentéisme potentiellement, c'est-à-dire le fait de venir travailler tout en étant potentiellement en situation de souffrance ou en situation de mal-être. Mais je vais déjà m'écarter des sujets dont on avait dit qu'on les traiterait ensemble, mais comme ça, spontanément, ce que je comprends, c'est que ça veut dire finalement que mon travail me plaît, voilà, globalement, et en même temps, j'en souffre. Est-ce que ça serait le signe d'une attente qui a évolué sur la relation dans l'entreprise, sur les interactions, ou est-ce que c'est le signe d'une dégradation de la qualité de la relation? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi, salarié, qui ai modifié mon niveau d'attente et ce qui fait que je ressens du mal-être, ou est-ce que l'entreprise est toujours capable de me fournir un travail intéressant, mais n'est plus capable de me fournir une qualité de relation? Est-ce que dans ce que vous voyez, alors ça c'est certainement pas dans les chiffres, mais dans ce que vous voyez, est-ce que vous avez une idée? Bien sûr, c'est une question qui nous vient spontanément à l'esprit au regard des chiffres qui sont posés. D'ailleurs, en lien avec la sortie d'un livre que j'aime beaucoup, qui a été repris sur qui a été repris dans de nombreux médias sur la rentrée, Travailler mieux, qui est un ouvrage collectif. Une des phrases que j'ai retenues, c'est on n'est pas dans la grande démission des salariés, on est dans la grande déception des salariés dans le cadre de la relation avec leur travail. Pour répondre à votre question, je vais d'abord vous faire une réponse de Normand. C'est l'un et l'autre. J'ai pas pris beaucoup de risques dans ma première réponse. Après, je vais compléter, Magali. Je pense que il y a aujourd'hui un risque à focaliser l'attention sur les vulnérabilités individuelles ou les fragilités individuelles au regard des chiffres qu'on vient de partager ensemble. J'entends dans le débat public certaines motivations à renforcer les contrôles, à dénoncer la fraude sociale. Je n'ai pas d'éléments pour pouvoir vérifier l'ampleur de ce phénomène et ce n'est pas ma spécialité. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on n'est plus dans les signaux faibles. Non. On n'est plus dans des faits isolés. On est dans un fait social majeur qui nous dit qu'aujourd'hui, les organisations de travail sont malades et que la santé organisationnelle défaillante produit du mal-être et produit de la souffrance. C'est ma conviction forte et je pense que je ne suis pas le seul spécialiste à défendre cette position. Tant qu'on ne portera pas le regard sur la santé des organisations et tout ce que ça comporte,
à l'intérieur de la santé des organisations, comment on donne à la fonction managériale, je dis bien à la fonction managériale au sens organisationnel. Je suis très attentif parce que quand on répond rapidement peut-être dans les interviews, et je vois beaucoup d'interviews qui disent on améliore le management, et je croise beaucoup de managers qui vivent mal la lecture de ces articles parce qu'ils se sentent non compris en réalité. Voilà, ils se sentent critiqués et non compris. On va peut-être en parler un peu plus tard du management. J'aimerais qu'on en parle, Magali, ensemble. Mais donc, la fonction organisationnelle, et aujourd'hui, il y a une alerte majeure sur ce sujet. J'en suis convaincu. Donc, donnons-nous les moyens et les connaissances pour ça existent, de mieux comprendre les organisations, de mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui, au-delà de ce qui est rendu visible dans les différents comités de direction ou dans les différents COMEX, dans les synthèses, des indicateurs, des baromètres sociaux. Réintéressons-nous au travail réel et mobilisons les compétences qui sont en capacité de s'intéresser au travail réel. Et en réalité, les premières compétences pour s'intéresser au travail réel, c'est celles et ceux qui font le travail. Donc en fait, ce que je comprends, ce que vous nous dites, c'est l'organisation de travail, qui est l'entreprise, est malade, c'est-à-dire dysfonctionne elle-même. Et c'est aussi ce qui génère du mal-être. Pourquoi elle dysfonctionne et où est-ce qu'elle dysfonctionne ? Dans l'analyse des données dont on dispose sur les dernières années, alors, vous savez comme moi que pour analyser les facteurs de risque psychosociaux, qui nous permettent d'avoir une vision sur les déterminants organisationnels, managériaux, relationnels, sur les valeurs, sur le sentiment de sécurité ou d'insécurité psychologique, sur l'autonomie. On fait référence aux grandes familles de facteurs de risque psychosociaux. Il y a aussi d'autres déterminants qui sont intéressants à prendre en compte. Mais dans les analyses qu'on a pu faire, je vais vous partager un acronyme. Les 3 S. Soutenabilité. Et j'aime à compléter parfois supportabilité, soutien, et on va développer, et sens. Quand on regarde ce qui est le plus explicatif d'un point de vue statistique, pas simplement en partageant des moyennes de pourcentage à la volée, mais vraiment le résultat de la modélisation statistique des facteurs les plus explicatifs, on peut les retrouver dans les 3 S. Dans la soutenabilité, vous avez une part très importante des salariés qui sont exposés à une intensité et une intensification au fur et à mesure de la charge de travail sur les aspects à la fois, et c'est très important, cognitifs et émotionnels. Et donc, dans cette dimension de soutenabilité, les temps de récupération, les temps de respiration sont de plus en plus absents. Et donc, ce que l'on doit interroger dans cette soutenabilité, c'est, en réalité, on peut revenir à la définition un peu fondamentale du stress, c'est l'équilibre ou le déséquilibre perçu entre un certain nombre de demandes, de changements, de contraintes et les ressources qu'on est en capacité de mobiliser à la fois sur le plan cognitif, mais aussi dans l'entreprise, on est dans un système humain sur le plan émotionnel. Donc cette première dimension-là, elle se dégrade au fur et à mesure, avec une augmentation que l'on perçoit dans tous les baromètres d'ailleurs, d'augmentation de l'exposition dans les composantes de la charge, son intensification. Et il y a un lien et une cohérence avec l'évolution des technologies. Les technologies, en réalité, ne solutionnent pas le sujet de la charge, ils solutionnent le sujet des tâches simples. Mais plus rapidement on fait des tâches simples, le temps qui pourrait être consacré à de l'échange, à de la rencontre, est occupé par d'autres sujets, avec des organisations qui rationalisent les effectifs. Et on voit aujourd'hui de la formation à l'IA et en parallèle des plans de licenciement, pour ne donner qu'un exemple. Deuxième sujet, le soutien, l'appui individuel et collectif. Et là, il y a trois facteurs spécifiques, parmi d'autres, qui sont les plus puissants dans l'explication du mal-être. Le manque d'écoute. Oui. C'est pas nouveau de dire ça. Ce sujet du besoin d'écoute. Mais oui, quand on le dit, on a l'impression qu'on partage une évidence, mais c'est aussi démontré et objectivé. Le manque d'écoute a un impact sur le mal-être. Le manque d'information en lien avec son travail et son entreprise. Et le manque de reconnaissance. Les trois
facteurs qui sont les plus explicatifs de l'impact sur le mal-être et sur ces causes psychosociales de l'absentéisme. Et puis le dernier point, c'est le sens en lien avec l'utilité perçue et reconnue de son travail, l'utilité sociale de ce que l'on fait, et la qualité du travail, la perception de la qualité du travail qu'on est en capacité de délivrer. Et vous voyez, à travers ces 3 S, vous avez les causes racines, macro, qu'on retrouve à la fois, et c'est ça qui est intéressant, dans le privé et dans le public, quand bien même les indicateurs d'absence sont différents, mais pour d'autres raisons. Et ce que j'invite, c'est que les organisations utilisent aujourd'hui des méthodologies adaptées pour pouvoir aller chercher les causes racines de ces dysfonctionnements organisationnels. La probabilité qu'on retrouve les principaux éléments que je viens de vous partager est très forte, mais il y aura aussi des compléments spécifiques et sur mesure propres à chaque activité et propres à chaque organisation. Un exemple de facteur spécifique qu'on retrouve dans l'absence, c'est par exemple les distances entre le domicile et le lieu de travail en lien avec le temps de trajet, les transports en commun, les temps que l'on peut avoir quand il y a des grèves pour à un moment donné, quand on n'a pas de solution pour regarder ses enfants, quand on a des enfants à charge ou qu'on est aidant en réalité au sens global. Bon, je développe pas plus, il y a un certain nombre de choses, mais retenons que les 3 S aujourd'hui, c'est une connaissance objectivée sur les causes du mal-être et sur les causes psychosociales de l'augmentation des arrêts. Non, mais c'est hyper intéressant parce que quand je vous entends, ça signifie que finalement, il y a quelque chose de transverse aux organisations du travail que sont les entreprises, et c'est quelque chose de transverse, c'est un changement aussi sociétal. C'est-à-dire que ma première question, c'était qui a changé le plus, et finalement, dans le besoin d'écoute, je pense qu'aujourd'hui, un salarié assume plus qu'il a envie d'être écouté, et une entreprise a moins de temps pour écouter. Donc, on voit bien que l'évolution, elle s'est faite dans les 2 sens. Et on voit bien que dans tout ça, le manager qui, dans l'histoire, me semble-t-il, de l'entreprise française, a longtemps été le plus expert, qui était promu manager avec un accompagnement en formation qui était assez bas pour l'avoir vécu dans certains grands groupes. Donc après, il y avait ceux qui avaient du talent et puis ceux pour qui c'était plus compliqué. Et ce manager aujourd'hui, le salarié a beaucoup d'attentes à son égard. Et pour lui, moi, j'ai un peu le sentiment qu'il est souvent pris entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vos chiffres vous montrent quelque chose sur l'état de santé mentale des managers? Aujourd'hui, les managers sont la fonction managériale. Je reprends ce que je disais en introduction. La fonction managériale sert de fusible. Vous parlez du marteau et de l'enclume. Je vais parler d'un fusible en lien avec ces déséquilibres qui s'installent dans les organisations et les demandes régulières qui s'ajoutent les unes aux autres auprès de la fonction managériale, parfois même en se disant on a demandé à nos managers de prendre en compte ce sujet. Oui. Comme s'il y avait dans l'organisation un fait magique qui permet à un moment donné en autorité de dire voilà, nous sommes concernés, notre organisation par ce sujet, nous avons demandé à nos managers de s'en occuper. Il n'y a plus qu'à. C'est ce que j'appelle le il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il y a qu'à Faucon. En tout cas, on verra ce que ça donne. On a demandé à nos managers de s'en occuper. Mais pendant ce temps-là, tous les résultats qu'on a obtenus avec le baromètre équilibre Opinionway, mais je ne regarde pas que les résultats de notre cabinet, je regarde tous les résultats qui sortent, c'est ce qui m'intéresse dans mon rôle. Converge pour dire que quand on s'intéresse au stress, ce sont les personnes qui occupent une responsabilité managériale qui sont les plus stressées aujourd'hui. Ce sont les personnes qui occupent une responsabilité managériale qui sont plus concernées par les déséquilibres entre la vie pro et la vie perso. Ce sont les personnes qui occupent les responsabilités managériales qui sont les plus concernées par la fatigue et la difficulté de pouvoir récupérer. Ce sont les personnes qui occupent des responsabilités managériales qui, à un moment de leur carrière, sont obligées de faire des choix entre continuer de faire plus pour occuper des postes à responsabilité
et faire des choix personnels, individuels, de famille, etc. Et il y a un déséquilibre, et vous le savez, entre les femmes et les hommes sur ce sujet. Ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, mais ça mérite de le dire, évidemment. Donc, on a une problématique importante. Le niveau de tension sur la fonction managériale augmente de plus en plus. La complexité du monde ne facilite pas les choses, évidemment. Et donc, dans tous les plans d'action, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être compléter la formation ou l'attention portée à la fonction managériale? Mais c'est pas une question en réalité. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour soutenir la fonction managériale? Qu'est-ce que vous faites pour considérer que dans cette fonction, il y a des femmes et des hommes qui souffrent, et qui souffrent plus que les autres statistiquement? Comment on s'intéresse à l'activité réelle du management? Qu'est-ce qui se passe dans une semaine d'un manager aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le temps qui est réservé à pouvoir accompagner les femmes et les hommes versus les process? Et donc, je recommande très fortement à toutes les organisations de pouvoir faire un diagnostic du travail réel de l'ensemble de leurs managers pour déjà mieux comprendre. Parce que ce que l'on disait plus tôt, c'est que l'on utilise la prescription. En fait, on prescrit aux managers de pouvoir prendre en compte tel ou tel sujet. Et les managers eux-mêmes peuvent très vite basculer dans du management du prescrit, parce qu'à aucun moment on s'est intéressé à leur travail réel. Comment vont-ils s'intéresser eux au travail réel de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs? Donc ça, c'est déjà un sujet. Et à partir du moment où on s'intéresse au travail réel, on va éviter de rajouter des couches à des couches à des couches, et chacun, en fonction, vous le disiez Magali, de son historique, de ses compétences, de son habileté, de ses différences individuelles, va peut-être mieux s'en sortir qu'un autre. Mais on peut pas se dire que sur 100% des managers de son entreprise, certains vont peut-être mieux s'en sortir que les autres. Ça, c'est juste une logique dans toutes les fonctions occupées. On doit pouvoir garantir à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs que la fonction managériale dans son organisation est en compétence et en capacité de pouvoir jouer son rôle. Vous disiez entre le marteau et l'enclume, on va dire entre des membres des équipes et puis des enjeux plus globaux liés au fonctionnement de l'entreprise. Ça sera ma dernière question, Jean-Christophe. Est-ce que commencer par ça, c'est-à-dire commencer par se préoccuper de la fonction managériale, c'est la première bonne étape pour que derrière, cette organisation du travail malade commence à guérir? Oui, en fait, et je suis très attaché à ce qu'on distingue les personnes de la fonction. J'ai bien repris. Quand on dit la fonction, c'est un sujet d'organisation. Donc pour moi, oui, c'est une priorité. Et arrêtons de séparer les conseils en organisation des conseils en prévention des risques psychosociaux. Quand on parle de prévention primaire, on parle d'organisation. Et ce que j'observe, c'est que d'un côté, on va mobiliser des conseils en organisation et on va venir chercher des conseils en prévention des risques psychosociaux quand on a le feu, quand on a une situation dégradée, quand on a une situation d'urgence. Donc le premier sujet, c'est de bien mettre au centre, et vous avez bien compris mon message, que risques psychosociaux et organisation, c'est pas deux choses différentes. La santé des organisations, c'est essentiel, et elle ne doit pas diviser, elle doit rassembler à la fois l'ensemble des membres des instances de gouvernance, CODIR, COMEX, CODIR élargi, et les partenaires sociaux. Voilà. C'est ensemble où on va pouvoir travailler à une meilleure santé organisationnelle, parce que les divisions, que ce soit au niveau politique ou dans l'organisation, prennent en otage les personnes qui doivent bénéficier des actions de ces acteurs. Écoutez, Jean-Christophe, merci. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps. Oui, peut-être qu'on refera un deuxième épisode pour continuer, mais merci déjà pour celui-ci. Compris, ça vous va? Vous avez des séquences intéressantes? C'est surtout que merci, parce que j'adopterai désormais la sémantique fonction managériale et non pas manager. Vous avez raison. Attention à pas confondre. Et à pas cibler au mauvais endroit les besoins. En fait, ils sont déjà mal. Donc, quand ils voient faut améliorer le management, en fait, ça les aide pas du tout. Et ça. Merci Jean-Christophe pour cet éclairage et à la fois précis avec les chiffres et à la fois en profondeur
sur des données qu'il ne faut pas oublier. Oui, la fonction managériale est essentielle dans l'entreprise. Oui, si la fonction managériale souffre, l'entreprise ne peut pas aller bien. Et oui, ça demande de l'intention, de l'action et un peu de persévérance. Sinon, les choses ne s'amélioreront pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.